vous allez vous porter vos idées devant les Français. Alors, évoquons le fond. Vous avez découvert dans les différents cabinets ministériels, pendant 5 ans, vous avez découvert qu'en fait, je simplifie, les politiques n'ont plus le pouvoir en France. C'est exact. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion par rapport à votre démarche et quelles valeurs défendez-vous? Quelle politique proposez-vous aux Français? Alors, effectivement, vous avez tout bien résumé. Ce que la réalité de la situation, c'est que nous élisons des représentants, des gouvernants qui n'ont plus les manettes. En fait, ils n'ont plus... Enfin, ils ont des manettes, mais la destination qui leur a été fixée, ils la reconnaissent, elle est obligatoire. Je vais prendre une comparaison. Quand vous prenez l'avion en général, vous choisissez la destination. Vous choisissez la destination et puis vous achetez un billet d'avion pour la destination. Après, finalement, peu importe quelle compagnie aérienne ce soit, et alors vous êtes totalement indifférent au commandant de bord. Bon. Avec la construction européenne, avec l'euro, avec notre appartenance à l'OTAN, désormais la destination elle est fixée. Maintenant c'est Paris-Washington, obligatoirement. Tout ce que la France doit faire doit être validé et est imposé par Washington. On le voit en matière diplomatique, militaire, on le voit également. C'est pas nouveau, c'était déjà vrai au temps du général de Gaulle. Non, parce que de Gaulle s'y était opposé. Qui d'ailleurs s'y opposait. Donc, nous, on dit maintenant que l'élection présidentielle, en fait, c'est une espèce de théâtre d'ombre, une espèce de comédie, où on demande aux Français de choisir le commandant de bord. Voilà. Est-ce que vous voulez monsieur Sarkozy, monsieur Hollande, monsieur Juppé? Mais la destination, ça sera Paris-Washington. Voilà. Nous, on dit, ça suffit comme ça, changeons la destination, ou plus exactement, donnons aux Français la possibilité de choisir la destination. C'est-à-dire que la destination, c'est d'ailleurs le destin de la nation. Si je peux faire un jeu de mots, mais qui est assez explicite. Donc nous, on dit il faut que les Français puissent choisir, et pour cela, il faut qu'ils se retirent des traités européens, de l'Union européenne, donc, par l'article 50 du traité de l'Union européenne, qu'ils se retirent de l'euro pour reprendre une monnaie nationale et qu'ils se retirent de l'OTAN. Alors, je dis ça depuis maintenant, ça fait plus de 9 ans que j'ai créé ce parti politique. Et pas besoin de vous dire qu'il y a 9 ans, 8 ans, 7 ans, on me considérait comme un hurluberlu, puisque on considère souvent les gens qui sont très en avance sur leur époque, pas comme des hurluberlus. Pourquoi j'étais en avance? Parce que j'avais vu ce qui se passait. Et je connais mon histoire de France. Et je sais que le peuple français n'a jamais accepté... Vous êtes docteur en histoire, je crois. Non, mais je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Je connais bien... le peuple français n'a jamais accepté sur longue période d'être dominé par des forces étrangères. Donc, j'en étais arrivé à cette conclusion. Mais il y a 8 ans, il y a 7 ans, c'était très difficile à faire passer. La crise de l'euro en Grèce, la crise de l'euro à Chypre, a déjà fait beaucoup évoluer les mentalités. C'est à ce moment-là que notre mouvement politique a commencé à se développer. Et puis, ensuite, la crise le référendum qu'il y a eu au Royaume-Uni et la victoire du Brexit. Moi, j'avais jamais douté de la victoire du Brexit. Et je sais que tous les grands médias disaient que le Brexit allait être battu. Tous les grands médias avaient dit que ça allait être une catastrophe, une apocalypse, si les Anglais votaient pour le Brexit. Les Anglais ont voté pour le Brexit. Alors ça change tout et ça donne des ailes à notre mouvement parce que les Français découvrent une première vérité. C'est que l'Union européenne, on peut en sortir. Parce que moi, pendant des années, on m'expliquait qu'on ne pouvait pas en sortir. Donc déjà, il y a un point tout à fait fondamental, c'est que les Français ont quand même compris que c'était réversible. En fait, c'est exactement comme la construction du socialisme. Pendant des décennies, on avait mis dans la tête des gens qu'une fois qu'un pays était devenu communiste, c'était une espèce d'effet cliqué, il ne pouvait jamais revenir derrière. Si ça marchait. Et puis, même que ça ne marche pas, depuis 1917 jusqu'à 1989, il n'y avait aucun exemple d'un pays qui avait basculé dans le communisme qui ensuite en soit ressorti. Ça n'existait pas. Tous, c'était toujours plus. Et ce qui s'est passé en 1989, au moment où le gouvernement hongrois a autorisé le libre passage à la frontière avec l'Autriche, et progressivement ça a été la dégringolade de tout le rideau de fer, d'un seul coup, eh bien, le monde entier a découvert qu'on pouvait sortir du communisme. Mais là, c'est la même chose. On peut sortir de la construction européenne comme on pouvait sortir de la construction du socialisme. Ça, c'est un élément décisif. Alors, deuxième élément, c'est que
on a expliqué aux Britanniques... C'est-à-dire que c'est plus tabou, quoi. Voilà, ça n'est plus tabou. Parce que c'était pas non seulement pas correct, mais ça allait chercher profond. Voilà. Il y a eu les guerres, Voilà. l'Europe est apparue comme un rempart de l'Europe, c'est la paix, c'est ce que moi je l'ai cru voilà. quand j'étais jeune, quand j'étais Ce étudiant. qui est vrai aussi, une valeur forte. Il y a Jean Monnet, on a participé à la construction européenne, mais bon, tous ces événements que vous venez d'énumérer font en fait que il n'y a plus de tabou là. Voilà. C'est le dernier tabou. Maintenant, le tabou de la remise en cause de cette affaire a sauté. On peut maintenant commencer à en débattre. Déjà, c'est un progrès. On peut en débattre. La deuxième chose que l'on a pu constater, c'est que les Britanniques, on leur a dit pendant des semaines et des semaines que si jamais ils votaient pour le Brexit, ça allait être l'apocalypse. L'apocalypse. Et pas l'apocalypse. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais le Royaume-Uni n'est pas encore sorti de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Mais pour les marchés financiers, c'est fait. Les marchés financiers, les investissements d'entreprises qui investissent... Mais la City reste la City, voilà, pour le moment. Voilà, qui réfléchissent à 2 ans, 5 ans, 10 ans, ils ont intégré maintenant le fait que le Royaume-Uni allait sortir. Donc ils l'ont intégré dans leurs calculs, dans leurs spéculations. Donc, d'ailleurs, Madame Lagarde, qui est la directrice générale du Fonds monétaire international, parmi bien d'autres, la directrice générale du Fonds monétaire international avait, quelques semaines avant le référendum du 23 juin, avait dit que si jamais les Britanniques votaient pour le Brexit, il allait y avoir un effondrement financier, une crise financière, un effondrement du produit intérieur brut du Royaume-Uni dans les jours suivants. Elle n'avait pas dit dans 5 ans, elle avait dit dans les semaines qui suivent. Et ça, c'est fait pour les besoins de la cause, pour que les gens ne votent pas mal. Bien sûr, mais à partir du moment où les gens ont voté pour le Brexit, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est qu'ils constatent que toutes les prophéties de malheur étaient fausses. C'est même encore pire que ça, ou mieux que ça dépend de quel point de vue que l'on a, c'est que au cours depuis que le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne, la livre sterling, ils ne sont pas dans l'euro, la livre sterling s'est à peu près dépréciée de 5 à 10%. Ce qui a renchéri le coût des importations, mais fait baisser le coût des exportations. Résultat, l'économie britannique a connu un coup de fouet. En plus de ça, il y a beaucoup plus d'étrangers qui sont venus cet été faire du tourisme au Royaume-Uni. Donc, on a cette chose extraordinaire. Parce que la livre est moins chère. Parce que voilà, la livre est moins chère. Et puis bien aussi un intérêt. L'intérêt des peuples. Et nous, en plus de ça, en France, on a des dirigeants, on a M. Hollande et M. Valls, qui expliquent que nous allons avoir d'autres attentats. Donc, dans le monde entier, les gens n'ont plus envie de venir en France. Les Chinois, les Japonais, ils disent on ne va pas aller dans ce pays où on se fait tuer à chaque coin de rue. Donc, ils vont au Royaume-Uni. Résultat, alors que la saison touristique en France, et il faut parler aux cafetiers, aux hôteliers, aux restaurateurs, c'est une catastrophe, au Royaume-Uni n'ont jamais eu une aussi bonne saison. Et en plus de ça, leur économie est en train de croître fortement, de telle sorte qu'il y a quelques jours, le Fonds monétaire international, toujours dirigé par Madame Lagarde, a publié un rapport qui alerte sur la baisse de la croissance dans le monde, sauf au Royaume-Uni, où ils ont été obligés de calculer une croissance à la hausse. Donc ils sont obligés d'avaler leur chapeau. Alors évidemment, les Britanniques, qui sont un peuple très pragmatique, il y en a qui ont voté contre parce qu'ils s'attendaient à un effondrement. Ils s'attendaient, on leur avait dit que le Royaume-Uni allait se refermer, qu'on allait chasser les Européens qui vivent là. Mais non! Pourquoi voulez-vous qu'il en soit ainsi? La Suisse n'est pas dans l'Union européenne, elle a sa propre politique. La Suisse, c'est un pays où on entre et sort librement, il y a des quantités d'étrangers qui sont là. Et c'est un pays ouvert sur le monde, donc en réalité, les Britanniques ont changé. Et s'il y avait un référendum maintenant, je pense que c'est pas de 52%, c'est 58% qui ferait. Donc on a bien compris que vous êtes pour la sortie de l'Europe, mais en empruntant les vraies voies. Vous évoquez l'article 50. Avant de vous demander ce que dit l'article 50 dans la procédure, force est de constater, dites-nous si nous nous trompons, vous êtes le seul parti politique, vous êtes les seuls en fait, à vouloir la sortie de l'Europe. Parce que dans le programme FN du Front National, c'est pas du tout évident, il y a du flou. Mélenchon idem, enfin bref, y a-t-il un autre parti qui préconise la sortie des traités européens? Alors, d'abord, nous sommes des gens raisonnables. Nous savons que la France, une fois qu'elle sera sortie de l'Union européenne, restera dans le continent européen. Donc quand on dit sortir de l'Europe, évidemment, ça dépend de ce que... Sortir de l'Union européenne, je veux dire. Nous, on veut sortir de la construction politique appelée Union européenne. Mais demain, quand on sera sorti,
on restera toujours frontalier de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, de l'Espagne. Ça ne nous a pas échappé. De même que le Royaume-Uni, quand il sera sorti de l'Union européenne, restera de l'autre côté de la Manche. De même que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est frontalière de l'Allemagne, de la France et de l'Italie. Bien. Alors, effectivement, nous disons que nous sommes dans une construction politique qui est régie par des traités, les traités européens, et que pour sortir de ça, il n'y a pas 50 000 solutions, il y a une seule solution, c'est d'appliquer l'article qui permet d'en sortir juridiquement. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un peu comme si vous avez, par exemple, un contrat avec de téléphonie mobile. Par exemple, vous êtes chez Bouygues, vous voulez passer chez SFR, vous êtes chez SFR, vous voulez passer chez Orange, etc. Bon. Si vous voulez faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous devez reprendre votre contrat et puis voir quelle est la clause qui vous permet de sortir. Il y a une clause de dénonciation, il faut faire un préavis, il faut annoncer, et voilà. Et je vous invite, enfin, si vous voulez faire ça, vous avez intérêt à le faire. Parce que si vous d'un seul coup vous dites, bah, non, moi je vais faire ma guise, et puis j'arrête de payer, etc., vous allez ensuite avoir des problèmes judiciaires. Bon. Donc, il faut respecter les traités. Ben, c'est la même chose pour les traités européens. Donc nous, on dit, il y a un article, et il n'y en a pas deux, il y a un seul article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui explique comment on sort de l'Union européenne. Alors j'ai dit ça depuis maintenant des années, j'ai été brocardé, des gens ont dit mais non, on sort quand on veut. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Madame Theresa May, Premier ministre britannique, a dit qu'elle allait déclencher l'article 50 avant le mois de mars prochain. Que dit cet article? Cet article, il dit, il y a trois alinéas, il dit que tout État a le droit de sortir de l'Union européenne, conformément à ses règles constitutionnelles. Premièrement. Deuxièmement, conformément à ses règles constitutionnelles, c'est-à-dire si je suis élu président de la République sur ce programme, une fois élu, j'aurai la légitimité, puisque j'aurai été élu sur ce programme, il n'y aura pas de doute sur le fait que les Français ont décidé, donc je mettrai en œuvre cet article. L'alinéa 2 précise que lorsqu'un État a décidé de sortir de l'Union européenne, il convoque les chefs d'État et de gouvernement des autres pays de l'Union européenne. Actuellement, il y a 28 pays, donc il convoque les 27 autres, et il leur notifie, c'est le mot utilisé dans le traité, une notification, il leur notifie la décision prise par l'État de sortir. Alors pourquoi c'est une procédure un petit peu formelle? Parce que de ce jour-là, du jour de la notification, commence à courir un délai dont il est question dans l'article 3. Et dans l'alinéa 3, dans l'alinéa 2, il était ensuite précisé que, à partir du moment où il y a eu la notification, eh bien, on négocie un accord de retrait. Un accord de retrait, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, on va prendre un exemple d'un couple qui, mettons, qui a 10 ans de mariage et qui malheureusement divorce. Ce sont des choses qui arrivent, hélas, assez fréquemment de nos jours. Et un couple qui a, mettons, 10 ans de mariage, ils ont assez souvent 1, 2, 3 enfants, ils ont acheté des choses en commun, ils ont pu s'endetter pour avoir une maison, ils peuvent avoir acheté quelques beaux objets, ils peuvent avoir une voiture, des choses comme ça. Bien. Si le couple divorce, ça ne se fait pas comme ça. Il faut déterminer qui va garder quoi. Par exemple, si la maison a été achetée en commun, est-ce qu'on va vendre la maison? Qui va avoir la propriété de quoi? Ça va être sans doute 50-50. Les enfants, qui va avoir la garde des enfants? C'est assez souvent, très généralement même, la maman qui a la garde des enfants, mais le père qui a le droit de visite. Et puis réciproquement, comme en général le monsieur gagne plus que madame, en général il y a une pension que doit donner monsieur à madame. Donc il y a la répartition des objets, tout ça, ce sont des choses qui prennent un peu de temps, et que ça passe par le juge des affaires matrimoniales. On ne divorce pas dans la minute. Là, c'est pareil. On ne peut pas sortir de l'Union européenne dans la minute. Pourquoi? Parce qu'il faut, je vais prendre des exemples très précis. Nous avons des députés français au Parlement européen. Si on sort de l'Union européenne, ils n'auront plus de raison d'être. À partir de quand ils arrêtent de l'être? Nous avons des fonctionnaires français à la Commission européenne. À partir de quand ils vont cesser de l'être? Quelles vont être les modalités? Nous avons avec l'Union européenne des flux financiers considérables, puisque chaque année, la France donne beaucoup d'argent à l'Union européenne. Elle en reçoit en retour un peu moins, mais enfin beaucoup moins même. On donne 9 milliards d'euros de plus chaque année que ce que l'on reçoit. À partir de quand on va commencer à arrêter ces flux financiers? Ça ne va pas s'arrêter comme ça, parce que vous imaginez bien qu'il y a des milliers de lignes comptables. Il y a également les contrats. Il y a des contrats. Il y a également les accords commerciaux.
C'est d'ailleurs un des sujets importants en ce moment avec le Royaume-Uni. Est-ce qu'il y aura toujours la liberté totale des échanges avec les autres pays de l'Union européenne, ou bien est-ce que les produits vont être frappés par un tarif extérieur commun, comme si nous étions le Brésil, etc. Donc il va y avoir toute une série d'éléments à négocier. Alors pendant combien de temps? C'est justement l'alinéa 3 de l'article qui dit qu'à partir de la notification, il y a 2 ans pour conclure l'accord. Et si au bout des 2 ans, on n'est pas encore parvenu à un accord, il y a 2 possibilités. Soit tout le monde est d'accord pour proroger ce délai de 2 ans, donc on passe à 3 ans par exemple, si tous les États sont d'accord, soit si l'État qui veut sortir a le sentiment que les autres États le bloquent de façon volontaire, il sort directement, on ne peut plus rien lui demander. Donc c'est une sortie de plein droit au bout de 2 ans maximum. Moi ce que je dis, c'est que je pense qu'on peut sortir, c'est un délai raisonnable de 2 ans. Je pense que j'ai fait d'ailleurs une conférence qui s'appelle Le jour d'après, vous pouvez aller voir, taper Asselineau le jour d'après sur Internet, où j'ai expliqué que, à mon avis, ça me paraît assez raisonnable de prévoir environ un an et demi. Pour 1 an et demi, 2 ans, ça me paraît, je pense que ça doit pouvoir tenir pour sortir. N'oubliez pas que les autres États n'ont pas forcément envie de bloquer la sortie. C'est pas vrai. Les autres États, vous savez, dans le monde aujourd'hui, notamment les forces économiques et financières, ce qu'elles détestent le plus, c'est l'incertitude. Donc il y aura une pression des milieux financiers, des milieux économiques, des grandes entreprises pour que l'affaire soit traitée rapidement. N'oubliez pas non plus que le Royaume-Uni, comme c'est le cas de la France, sont contributeurs nets à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus d'argent que nous en recevons. Donc dans ces conditions, on a les moyens de faire accélérer les choses. Si par exemple certains pays traînaient les pieds, on pourrait dire si vous traînez les pieds, nous on ne verse plus d'argent à l'Union européenne pendant qu'on y est encore. Et à ce moment-là, immédiatement, le budget de l'Union se trouverait en difficulté. Donc moi je pense que c'est un délai raisonnable. Alors maintenant, le dernier aspect de votre question, vous me disiez est-ce que je suis le seul candidat? Oui, je suis le seul. Je suis le seul parce que vous avez 2 types de candidats. Vous avez 3 types à part moi, 2 types à part moi. Vous avez des candidats qui sont très très européistes pour l'Europe. Alors ils vous disent non, il faut plus d'Europe. Ils trouvent que ce que je dis est scandaleux, mais ils refusent de débattre avec moi devant la télévision. Parce que j'aimerais moi pouvoir débattre avec monsieur Valls, monsieur Hollande, monsieur Macron, monsieur Juppé, mais ils refusent. Ils refusent pourquoi? Parce qu'ils savent que si je débattais avec eux, les Français d'un seul coup apprendraient des tas de choses qu'on leur cache. Et ils comprendraient comment, en fait, le problème, c'est l'Europe. L'Europe, c'est pas la solution. L'Europe, c'est le problème. Voilà. Mais eux, bon, à la limite, d'accord, ils ne veulent pas sortir. Il y a une deuxième catégorie de candidats. Ce sont des candidats qui entretiennent un flou systématique. Or, comme le dit le dicton, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Le Front National, le Mélenchon, les journaux font croire qu'ils voudraient sortir de l'Europe. Mais si vous regardez... C'est pas les journaux, c'est eux. Les journaux n'inventent pas. Non. Ils relayent, ils rendent compte. Écoutez, Madame Le Pen, je vais vous prendre un exemple. Madame Le Pen est allée au journal de TF1 20h le 8 février dernier. Allez, que les internautes qui ne me croient pas aillent le voir. On l'a mis, nous, sur notre site, on a fait la capture d'écran, enfin la capture de la séquence vidéo. Elle a été interviewée au journal de TF1 20h, ce que moi, je n'ai jamais eu depuis 10 ans. Elle passe régulièrement, comme d'ailleurs les autres. Déjà, ça met la puce à l'oreille. Bon. Deuxièmement, le journaliste lui a dit « Alors maintenant, j'ai vu votre nouveau programme, vous ne voulez plus sortir de l'Union européenne et de l'euro. » Pourtant, avant, vous le vouliez. Et Madame Le Pen dit « Jamais, monsieur, je n'ai jamais dit ça. » Alors le journaliste dit « Mais si, vous disiez que vous... » Elle dit « Non, je n'ai jamais dit ça. » Allons-nous, si vous êtes président de la République, sortir in petto de l'euro? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si. Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Tiens, c'est exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne, je vous signale, qui d'ailleurs organise un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est la négociation sur 4 sujets essentiels, la souveraineté économique, dont la souveraineté bancaire, la souveraineté territoriale, c'est Schengen, c'est la souveraineté législative, est-ce que les lois
votés par les Français, parce qu'ils le veulent, sont supérieurs en autorité aux directives européennes. Et enfin, la souveraineté monétaire. Pourquoi la souveraineté monétaire, je vais vous dire? Parce que, en fait, on ment aux Français quand on leur dit qu'on peut changer les choses. Je vais vous donner un exemple. Je veux que les banques financent les TPE, PME. Je le veux, c'est utile, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Eh bien, en l'espèce, l'Union européenne, qui détient maintenant nos souverainetés bancaires, m'interdit de donner des ordres aux banques. Ça... Sur notre site internet, pour rafraîchir la mémoire des gens qui écoutent, nous avons mis en ligne la profession de foi de Mme Le Pen pour l'élection présidentielle de 2012. Nous avons mis celle de M. Dupont-Aignan également, pour faire bonne mesure. Les gens qui m'écoutent peuvent aller voir et vérifier que sur ces professions de foi, il n'est absolument pas question de sortir de l'Union européenne, pas du tout. Et il n'est même pas question de l'euro. M. Dupont-Aignan, puisque je parlais de lui, a dit il y a quelques jours qu'il ne veut pas sortir de l'Europe du tout. M. Dupont-Aignan a dit qu'il était contre le Frexit. Le Frexit, c'est-à-dire comme le Brexit, se faire sortir la France. Alors, le Front National, en fait, utilise une technique manipulatoire de l'opinion qui consiste, ça a été réfléchi par des manipulateurs, qui consiste à avoir plusieurs personnes qui, au sein d'un même parti, disent des choses totalement différentes. Donc vous allez avoir M. Philippot qui pique un certain nombre de nos analyses, qui lui va dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Puis vous allez avoir Mme Marion Maréchal Le Pen qui elle dit non, il faut rester dans l'euro. Puis vous allez avoir M. Gendre, c'est-à-dire M. Louis Alliot, qui lui dit non, il faut une Europe des nations. Et puis après vous allez avoir Mme Le Pen qui dit encore autre chose. Donc finalement, c'est une auberge espagnole, on ne savait plus. Moi je conseille aux gens qui veulent ne pas se laisser avoir, ne se laisser embobiner, d'aller regarder très précisément. Ils constateront que le programme du Front National ne propose pas. Ils disent maintenant qu'ils veulent proposer une réforme des traités et éventuellement faire ensuite un référendum. Mais pourquoi ça? Nous, on explique qu'on ne peut pas réformer l'Europe, il faut en sortir. Sortir de l'Europe. En Angleterre, on a vu qu'il y avait eu un référendum. Mais quelle est la valeur juridique d'un référendum par rapport au Parlement, à un vote du Parlement et par rapport au gouvernement? Certains disent que les Anglais doivent obligatoirement faire adopter par le Parlement, confirmer par le Parlement, la voix du peuple sur cette question. Oh. Alors en France, vous, admettons que vous êtes élu, vous appliquez votre programme, mais ça ne se fait pas comme ça non plus. Il ne faut pas passer par le Parlement. Et si le Parlement, parce que c'est quand même le peuple, le Parlement, la représentation nationale, ça veut dire quelque chose, national. Et si le Parlement vote le contraire, que se passe-t-il au plan juridique? Est-ce que c'est aussi simple et aussi clair que ça? Alors, laissons, disons, le Royaume-Uni de côté, parce qu'ils ont leurs propres institutions qui sont d'une chose. Mais, s'agissant de la France, il faut quand même revenir aux grands principes fondamentaux. Dans la Constitution de la Ve République, comme dans toutes les constitutions d'ailleurs, la souveraineté n'appartient qu'au peuple. C'est marqué, la souveraineté appartient au peuple, nul individu, nulle fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc la souveraineté n'appartient pas aux députés. Les députés ne sont que les mandataires du peuple qui les a envoyés, qui les a élus. J'ajoute que les députés ont été élus depuis des décennies sur un clivage droite-gauche. Or, lorsque les gens sont allés voter pour leurs députés, par exemple en 2012, c'était est-ce que je vais avoir un député qui va soutenir l'action de François Hollande ou pas? Mais il n'a jamais été question au moment de mettre le bulletin de vote des questions européennes. Donc on l'a vu au moment de la Constitution européenne, et il y a des gens dans tous les partis politiques, dans toutes les sensibilités, il y a des gens qui sont pour la sortie de l'Union européenne, ou du moins qui sont très hostiles, et puis d'autres qui sont pour. C'est justement ce qui s'est passé. On sait que par exemple les 55% de Français qui avaient voté non à la Constitution européenne, d'après les sondages de sortie des urnes, il y avait à peu près 30% qui venaient de la gauche et de l'extrême gauche, et 25% qui venaient de la droite et de l'extrême droite. Alors, la question que vous me posez, mais elle est résolue. C'est-à-dire que si je suis élu sur un mandat clair, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut que le mandat soit clair. Parce que c'est effectivement, j'ai bien conscience que faire sortir la France de l'Union européenne et puis de l'euro, et ne l'oublions pas non plus, parce qu'on n'en a pas parlé, de l'OTAN, c'est un bouleversement
politique et géopolitique absolument considérable, qui est le plus important. Ce serait des procédures différentes. Ce seraient des procédures différentes, parce que l'OTAN c'est un autre traité, c'est le traité de l'Atlantique Nord du 4 avril 49, mais c'est un bouleversement politique très important, qui est aussi important que la libération en 44. C'est l'un de ces grands bouleversements historiques qui arrivent de siècle en siècle. Bon, donc ça j'en ai bien conscience. Imaginez qu'un candidat ait été élu sur un programme chèvre-chou, en par exemple Madame Le Pen qui dit qu'elle va réformer les traités. Quelle serait sa légitimité ensuite pour mener une politique de sortie? D'ailleurs, quand elle dit qu'elle va organiser un référendum, son modèle, c'est Cameron. C'est le Premier ministre Cameron qui voulait y rester qui avait proposé un référendum. Son modèle, c'est ça. Donc, moi je dis, c'est une des raisons pour lesquelles notre programme est extrêmement clair. La première raison, c'est que j'ai horreur de prendre les Français pour des imbéciles. Il faut s'adresser aux Français pour des gens sensés, des gens qui, d'ailleurs, ils adorent ça. Si on a plus de presque 800 personnes à notre université, c'est parce que les gens, beaucoup de Français en ont assez d'être manipulés. Ils veulent aller au fond des choses. Aller au fond des choses, c'était une des maximes d'ailleurs que donnait Charles de Gaulle aux Français. Il disait redressez-vous et allez au fond des choses. Allez au fond des choses pour bien comprendre ce qui se passe. Moi, si je suis élu, je serai élu sur ce mandat extrêmement précis. Il n'y a rien qui tiendra face à ça. Alors, il y a des gens qui me disent, oui, mais alors après, il va y avoir les élections législatives, et qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas la majorité? Oui, certes, mais ça, c'est ce qui se passe pour tous les autres candidats. On avait dit ça en 81 à Mitterrand. Lorsque Mitterrand avait été élu, il y avait la droite qui avait dit, oui, mais il n'aura jamais la majorité. Mais si, il a eu la majorité. En général, les Français confirment. En général, un mois après, les Français confirment. Donc, pour nous, la difficulté, c'est beaucoup moins les législatives. D'ailleurs, on va avoir beaucoup de candidats aux législatives. On espère être présent dans toutes les circonscriptions. Pour nous, l'essentiel, c'est d'arriver à l'Élysée. Parce qu'une fois qu'on est à l'Élysée, les Français confirmeront. Voilà. Et l'objet de notre présence à ces élections, c'est de ouvrir la fenêtre, ouvrir le débat et qu'enfin les Français puissent parler des choses sérieuses, des choses à fond. Moi, je ne demande qu'une chose. C'est que les Français m'écoutent et que je puisse débattre avec un européiste style Juppé ou style Macron ou style Hollande, et puis que les Français qui ont beaucoup de bon sens comprennent ce qui se passe. On pourrait dire des mots sur la disparition de notre industrie, l'effondrement de notre agriculture, enfin de l'agriculture familiale en tout cas, les problèmes de l'élevage, etc. Dans tous les domaines. Je peux expliquer que c'est au bout du compte, l'origine de ces problèmes vient des traités européens ou des politiques imposées par l'Union européenne. Par exemple, la politique de sanctions à l'égard de la Russie imposée par l'Union européenne entraîne des contre-sanctions qui mènent les éleveurs français à la ruine. Voilà un exemple. Nous, si on sort de l'Union européenne et de l'OTAN, nous aurons une politique de paix avec l'ensemble du monde et notamment avec la Russie. Mais vous savez, d'un seul coup, il n'y aura plus les sanctions contre les produits agricoles français. Voilà. Et d'un seul coup, en sortant de l'Union européenne, on n'aura plus l'article 63 qui nous interdit de lutter contre les délocalisations. On pourra réintroduire un contrôle des mouvements de capitaux, comme d'ailleurs ce qui se passe dans les pays qui réussissent, en Chine, au Vietnam, en Thaïlande. Il y a des contrôles des mouvements de capitaux. Et nous, on pourra réintroduire ces contrôles. Ça, je peux confirmer, parce que les capitaux chinois qui doivent arriver à Auxerre, à la GIA, puisqu'ils viennent de racheter la GIA, sont toujours pas arrivés, ils sont dans l'avion, comme on dit. Et normalement, il devrait être là début décembre. Le problème, c'est qu'on ne peut plus s'y opposer. Vous comprenez ? On ne peut pas s'y opposer. Ouais, il faut une fraction de seconde pour transférer, voilà, comme on voit dans les films, des sommes astronomiques à l'autre bout du monde. Absolument. Et ici, il faut un temps fou. Oui, mais alors par ailleurs, il y a souvent, je suis désolé de le dire, mais les Français, pas le peuple, mais certains dirigeants ou certains négociateurs, parfois sont un peu naïfs. Voilà. Moi, dans ma vie, je me permets de souligner que j'ai quand même vécu au Japon, je parle le japonais, je suis allé très souvent en Chine, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée et au Kazakhstan, j'ai accompagné Édouard Balladur en Arabie Saoudite, j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, dans l'Asie du Sud-Est, dans toute l'Amérique latine, parce que j'étais dans des cabinets où je m'occupais justement de ces histoires de commerce extérieur et d'économie. Donc je suis j'ai vraiment une compétence que beaucoup de candidats d'ailleurs à l'élection présidentielle n'ont pas. Et ce que je peux vous dire, c'est que on s'improvise pas, il faut connaître la mentalité de ces peuples.
Je vais prendre un exemple qui est quand même assez croquignollet. Vous savez que Emmanuel Macron, qui a droit à une publicité énorme, sur tous les médias, alors qu'il ne s'est jamais présenté à une seule élection, qui n'a aucun programme. Et pourquoi a-t-il cette publicité? Parce que simplement, il est le domestique de l'oligarchie financière, des entreprises, des grandes banques, etc. Il est là pour les servir. Et Monsieur Macron, quand il était séducteur aussi. Monsieur Macron, quand il était séducteur parce que les médias l'ont dit qu'il était séducteur, mais Monsieur Macron, moi ce que je sais, c'est que Monsieur Macron, quand il s'est dans la rue, il se ramassait systématiquement des tomates ou des œufs sur la tête. Donc comme séduction, on fait mieux. C'est les médias qui disent qu'il est séducteur, c'est parce qu'il a droit à Paris Match avec son épouse. Bon, Monsieur Macron, est plus âgé que lui, voilà. Bon, écoutez, Monsieur Macron, parlons pas de sa vie privée, Monsieur Macron a été lorsqu'il était à Bercy, il a vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse à des Chinois. Bon, mais qu'est-ce qu'on a appris ensuite? On a appris ensuite que les Chinois, c'était des malfrats. Ils avaient disparu sans laisser d'adresse, ils avaient une société aux Bahamas ou à Grand Caïman, aux Caraïbes, dans des endroits où il y a des... C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, donc ce que je dis là, c'est qu'il faut par ailleurs avoir de l'expérience. Il faut avoir de l'expérience, il faut connaître la dureté des rapports internationaux. Hein, Charles de Gaulle disait « les nations n'ont que des intérêts ». Et on a l'impression que... Enfin, c'est pas une impression, c'est que je suis désolé d'être sévère, mais M. Hollande, c'est un jobard. La façon dont il s'est fait manipuler, tenir par le bout du nez sur toutes les questions, on est maintenant devenus les larbins de Washington, on est devenus la risée du monde, ça prouve qu'il n'avait pas les compétences. Parce que ça aussi, c'est une question que les Français devraient se poser au moment de l'élection présidentielle. Il n'y a pas que le programme, hein, il n'y a pas que la photo de sa femme ou la couleur de sa chemise, il y a la compétence. Voilà, si vous êtes un chef d'entreprise, vous recrutez un comptable, là, vous allez recruter quelqu'un qui a un diplôme d'expertise comptable et qui a travaillé dans un cabinet d'expertise comptable pendant 3-4 ans. Vous n'allez pas recruter un chanteur de rock. Maintenant, si vous avez à Auxerre une discothèque, ben pour le samedi soir, vous allez recruter un chanteur de rock. Pour faire une soirée, vous n'allez pas recruter un expert comptable. Voilà. Donc à chacun... Le général de Gaulle n'avait pas fait HEC, n'était pas énarque. Non, mais il avait fait Saint-Cyr, il était un haut fonctionnaire qui avait fait l'armée, et puis qui avait de l'expérience. Et puis il n'y a pas que l'expérience, il y a aussi la carrure, il y a aussi le courage. L'engagement. Pour faire ce que je fais, moi j'avais tous les diplômes de la Terre, enfin de la France, et le pédigré nécessaire pour devenir le patron d'une grande banque française où je gagnerais des sommes astronomiques, même scandaleuses. Comme Macron. Oui, ou même plus. Oui, même vous avez le président de telle grande banque française. Il suffit d'aller sur les Challenge ou les Échos pour découvrir chaque année leur salaire. Là, actuellement, le président d'une grande banque française gagne quelque chose comme 280 000 € par mois. Bon, moi j'aurais pu avoir ça, je ne l'ai pas fait. Moi j'ai un salaire confortable, je suis haut fonctionnaire, bien entendu. Mais je ne suis pas différent du commun des mortels. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai donné la priorité, la préférence à ce que je crois juste pour mon pays, parce que je me bats pour mon pays, ça existe, et je ne suis pas seul. Les gens qui viennent à l'UPR, ils se battent pour la France. On n'a pas envie de laisser détruire notre pays. On parle avec nos tripes, avec notre cœur, c'est pour ça qu'on le fait. On ne le fait pas pour plaire à Pierre, Paul ou Jacques. En d'autres termes, et je le dirais, ça c'est très important. Ce que les médias appellent les grands candidats, c'est tout simplement des candidats qui obéissent à ce que les grands dirigeants de grands médias attendent. En fait, ils considèrent, regardez Juppé, regardez Macron, regardez Hollande, pour eux, leur vrai patron, c'est les grandes entreprises et les grandes banques. Ouais, comme aux États-Unis. Voilà. Ouais. Pour moi, le vrai patron, c'est le peuple français. Voilà la différence. Et c'est justement parce que je refuse d'obéir à quiconque d'autre que ce que je crois être l'intérêt national du peuple français que je ne passe pas dans les grands médias. Alors, avant de parler des médias, parce que là, quand même, vous titillez les médias depuis le début de cet entretien, une question, François Asselineau. Small is beautiful. Donc, on revient chez nous, voilà, on est bien. Alors, première observation, donc on sort de l'Europe, je veux dire, puis on retrouve notre autonomie, et puis on est bien entre nous, on est mieux, on peut commercer aussi bien. Alors admettons, mais première observation,
Ça veut dire qu'on n'envoie plus des porte-avions nucléaires envoyer des bombes sur Daesh. Ça veut dire que, également, et là c'est une observation mais également une question, la loi NOTRe, qui pose problème apparemment aujourd'hui en France, c'est fabriquée par la France, par le législateur, par la majorité au pouvoir. Réforme des collectivités territoriales. Et donc, est-ce qu'on est bon dans ce domaine? Est-ce qu'on est si bon que ça, puisque apparemment on n'a pas tout prévu et puis que ça cause des gros problèmes, sachant que par ailleurs on a l'impression que c'est aux dépens des communes qui sont le fondement de notre démocratie française. Donc là, ça c'est deuxième observation sous forme de question. Vous pouvez la reprendre après, mais elle appelle une réponse. Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question. La première question, ça concerne, il y en a même trois. Parce que avant même d'avoir posé une question, vous avez présenté les choses d'une façon légèrement, non, mais même avant d'âge, légèrement peut-être tendancieuse, c'est l'idée que si on sort de l'Union européenne, vous avez dit on est bien entre nous. Non, là je tique déjà parce que notre idée n'est pas de refermer la France sur elle-même. Elle n'a jamais été fermée. C'est-à-dire dans les sous-de Gaulle, non, mais bien du point de vue des libertés, d'agir et de... La France n'a jamais été... Ça n'est pas parce que on réintroduirait des contrôles aux frontières, ça n'est pas parce qu'on réintroduirait un contrôle des mouvements de capitaux, c'était ce qui existait sous Raymond Barre en 76, soit sous Giscard. Donc il faut pas dire n'importe quoi. Les gens pourront toujours sortir, sortir de France, aller faire du tourisme. Il y aura toujours des flux d'exportation et d'importation. Donc il faut pas laisser entendre, parce qu'il y a des gens qui disent vous voulez refermer la France sur elle-même. Mais non, on veut pas assez précis. On veut la rouvrir. Ouais. D'ailleurs, regardez ce qu'a dit Madame Theresa May. Il y a des gens qui ont dit en Angleterre, si vous sortez le Royaume-Uni de l'Union européenne, vous allez refermer le Royaume-Uni. Et elle dit non. Et elle dit exactement ce que je dis depuis des années. Elle a dit au contraire, on rouvre. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Il y a plus de 20 pays au monde qui ont, dans les semaines qui ont suivi, proposé un accord de libre-échange au Royaume-Uni, notamment des pays du Commonwealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, mais aussi des pays comme par exemple la Chine, la Corée. Voilà. Donc, nous, si on sort de l'Union européenne, on ne va pas se refermer sur le monde. Ça, c'est le premier mois, parce que je tiquais sur votre formule, on est entre nous. Bon. Alors, oui. Donc, deuxième question sur l'affaire de Daesh et de l'État islamique. Donc, là, nous sommes très clairs. Qui est derrière Daesh? Qui est derrière l'État islamique? Je l'ai dit, une des très rares fois où j'étais invité dans les grands médias, c'était On n'est pas couché il y a 2 ans. J'ai été interrogé par Madame Léa Salamé et qui me disait... Vous avez de la chance. Qui me disait, voilà, vous êtes de l'anti-américanisme primaire, ici et ça. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez de l'État islamique? On a quand même bien besoin... Et je lui ai dit, mais qui est derrière? Qui finance? Alors j'étais sans doute un peu en avance il y a 2 ans, mais maintenant tout le monde le sait. Derrière l'État islamique, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et c'est pas moi qui le dis, c'est maintenant même Donald Trump, qui va peut-être être prochain président des États-Unis, en tout cas qui est le candidat républicain contre Mme Clinton, qui le dit lui-même. Et de plus en plus d'observateurs le disent eux-mêmes. Donc nous, la première chose que l'on dit pour lutter contre l'État islamique et contre Daesh, arrêtons de soutenir ce que nous faisons semblant de combattre. Regardez ce qui se passe. Les Russes, eux, bombardent en Syrie les islamistes, et ce sont la coalition menée par les États-Unis qui refusent de le faire, qui, eux, vont bombarder l'armée du gouvernement. Donc déjà, il faut clarifier cette situation. Donc Poutine a raison. Sur cette question, oui. Je pense que Poutine, effectivement, a raison. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de Français qui, malgré la propagande, se rendent compte que la Russie sert de très utile contrepoids en ce moment à l'hégémonie américaine. De la même façon, d'ailleurs, qu'on peut en parler sur l'islam en France, il y a beaucoup de musulmans en France qui vivent une vie tout à fait paisible. Il faut quand même le dire. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est d'avoir des mosquées, par exemple, où l'on tolère que ce soit des imams ou des financements qui viennent d'où? Qui viennent d'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont les alliés de l'Occident et qui font régner sur place une version ultra rigoriste de l'islam avec le salafisme et le wahhabisme, qui est une version ultra rigoureuse d'ailleurs pour le peuple, parce que les princes saoudiens
ils boivent de l'alcool, enfin ils font bombance, tout le monde le sait, ce sont ce qu'on a écrit dans le Coran, al-munafiqun, c'est-à-dire ce sont des hypocrites. Mais cette version-là, nous disons, conformément à ce qui a toujours été l'histoire de France, hein, la France doit être maîtresse chez elle, il est hors de question de financer, de laisser financer comment dirais-je, des mosquées, etc., par des fonds étrangers. Ça n'est pas possible. Alors, à partir du moment où nous serons sortis de l'Union européenne, mais justement, on va récupérer notre diplomatie. Et moi, je dis que s'agissant du Moyen-Orient, je l'ai déjà dit dans mon programme, si j'arrive à l'Élysée, parmi les premières choses que je ferai, je rapatrierai les soldats français qui sont lancés dans des guerres illégales, je dis bien illégales au regard du droit international, parce que le droit de faire la guerre est codifié par la charte de l'Organisation des Nations Unies et par le droit international, et notre présence militaire, par exemple en Syrie, les actions qui ont été menées en Libye, les actions qui sont menées en Ukraine sont contraires au droit international. La loi NOTRe. Alors sur la loi NOTRe, je suis le seul candidat. Et d'ailleurs, ça intéresse beaucoup les maires qui me rencontrent, parce que je suis allé voir personnellement plus de 62 maires, je crois, mais nous avons beaucoup de militants qui vont en voir. Sur la loi NOTRe, ce que nous disons, ce que je dis, c'est l'engagement que je prends dans mon programme. D'abord, c'est que pendant la campagne présidentielle, je vais en parler. Deuxièmement, mon programme, c'est l'arrêt immédiat de toutes les fusions de communes, forcées. On ne dit pas que c'est interdit, mais on dit que désormais, si fusion de communes il y a, elles devront être obligatoirement acceptées par référendum local par chacune des populations de chacune des communes concernées. Voilà. Et s'il y a une commune qui ne veut pas, eh bien elle ne sera plus obligée de fusionner. Ça, c'est donc un coup d'arrêt immédiat. Possibilité aux communes qui ont fusionné depuis 5 ans de se défusionner, parce qu'elles l'ont fait souvent prise à la gorge, avec la baisse des dotations globales de fonctionnement. Troisièmement, on rétablit la dotation globale de fonctionnement avant 2014. Au niveau de ce que c'était avant 2014, hein, c'est-à-dire avant les baisses qui ont été décidées désormais. Mais vous le financez comment ? En particulier par la sortie de l'Union européenne. Je rappelle qu'on verse 9 milliards d'euros de plus chaque année. Pas pensé à ça, oui. On verse chaque année 9 milliards d'euros de plus que ce que l'on reçoit. La baisse de la dotation globale de fonctionnement aux communes, c'est 3 milliards d'euros. Donc c'est largement financé. J'ajoute de surcroît que ces histoires de fusion de communes coûtent de l'argent et n'en économisent pas. Une fois, j'ai vu un maire qui me disait, il y avait 28 communes, il me disait que ça ne marche pas. Il y a énormément de maires ruraux qui savent que ça ne marche pas, parce que chaque commune a sa personnalité. Chaque commune a son bilan. Il y a des communes qui sont extrêmement bien gérées, d'autres qui ont un fort endettement, parfois qui leur a été laissé par des prédécesseurs. Il y a des communes qui ont des fortes ressources fiscales, d'autres qui n'en ont pas du tout. Il y a des communes qui sont au bord d'une autoroute, qui ont des problèmes par exemple d'environnement, alors qu'une commune qui est à 25 km, qui est au milieu de la forêt, a des problématiques totalement différentes. Donc, ce ne sont pas les mêmes problèmes et on les force à être ensemble. Ça aboutit à des situations de blocage. Parfois aussi, ça aboutit à des éléphants blancs, comme on dit. Je connais une commune dans la Manche. Ils ne veulent pas entrer dans une communauté de communes parce il y a la sous-préfecture qui n'est pas loin, où le maire a créé une espèce de maison polyvalente, de ci, de ça, qui a coûté les yeux de la tête et qui, en définitive, est à peu près vide. Eux, ils n'ont pas envie de consacrer une partie du budget de la commune pour cette opération de prestige qui ne les concerne pas. Et ce maire, je ne sais plus si c'était lui ou un autre, il me disait, on est 28 communes, ça ne marche pas. Et j'ai dit, mais tiens, 28, ça me rappelle quelque chose. Oui, c'est 28 comme le nombre d'États dans l'Union européenne. En fait, les communautés de communes montre la même impossibilité que l'Union européenne. C'est assez curieux. Dans mon programme, il y a également... Donc vous êtes contre les communautés de communes, oui, contre la réforme, contre la loi NOTRe. Contre la loi NOTRe. D'ailleurs, nous y mettrons un terme et nous inscrirons dans la Constitution le rôle des communes et des départements, parce que les départements sont menacés. Nous inscrirons dans la Constitution le rôle des communes et des départements comme des échelons fondamentaux de la démocratie française. Et c'est ce que c'est. Donc vous ne considérez pas qu'il y a trop d'échelons
trop de millefeuille, quoi. Oui, il y a un échelon en trop, c'est l'Union européenne, qui nous coûte le plus. Donc l'échelon que nous retirons, c'est l'Union européenne, qui nous coûte le plus et qui nous entraîne dans le désastre. Et alors les régions, elles ont moins de sens. Alors les régions, nous voulons revenir aux 22 régions, parce que tout ce qu'a fait Hollande doit être défait. Dans tous les domaines, quasiment, c'est une catastrophe. D'ailleurs, pourquoi est-ce que François Hollande fait ça? Et là aussi, je suis le seul à l'expliquer. Il faut savoir qu'au moment où François Hollande n'a jamais été élu pour faire passer de 22 à 13 régions. Jamais. Il nous a sorti ça d'un chapeau. Mais au même moment, en ce moment en Suède, il s'agit de passer de 13 à 6 régions. Comment se fait-il qu'à travers toute l'Europe, vous avez ces phénomènes de diminution du nombre de régions? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui coordonne les opérations. Et on en retombe, contrairement à ce que vous disiez, vous pensiez que c'était une initiative franco-française. Non. Il y a derrière une obéissance à la politique dite, je n'ai pas si caché que ça, qui est la politique dite des euro-régions. La politique des euro-régions, c'est quoi? Ça consiste, sans que personne n'ait mis le sujet sur la table, et moi je le mets sur la table. Je suis là aussi le seul. Vous voyez comment Mme Le Pen, M. Mélenchon, etc., n'en parlent jamais. La politique qui est actuellement menée consiste à créer des grandes régions, qui est la taille à peu près des États américains de la côte Est. Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, c'est la taille de la Caroline du Sud. De la Virginie occidentale, excusez-moi. Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin, c'est la taille de la Caroline du Sud. D'avoir ces grandes régions, de supprimer les dotations de l'État, c'est ce que M. Valls a annoncé. Il a dit maintenant l'État ne va plus donner d'argent aux régions. Donc de permettre aux régions de collecter leurs propres taxes, différentes selon les régions, et puis de permettre aux régions de traiter directement avec Bruxelles. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si on recrée des taxes différentes selon les régions, ça veut dire qu'on est en train de morceler la France et de revenir à la France d'ancien régime. On va faire des grandes régions comme en Allemagne. Voilà, à la France d'avant 1790. Voilà ce à quoi on est en train d'arriver. C'est-à-dire que les départements ont été créés en 1790. Après, il y a eu la fête de la Fédération. On a dit que tous les Français sont égaux. On a les mêmes départements, on a les mêmes mesures, on a les mêmes taxes. Oui, mais la mesure était, permettez-moi de vous couper, François Asselineau, la mesure était, on va le dire pour nos internautes, était la capacité d'un cheval en une journée à accomplir une journée de trajet. Et donc, le département, voilà, ça définissait le périmètre d'un département. C'est-à-dire que du centre, on pouvait aller au périmètre extérieur en une journée à cheval. Mais le monde a changé, c'est plus le monde a changé, oui, et alors? Regardez, on considère que l'unité de mesure est encore bonne. En Suisse, il y a des cantons, dans les premiers remontent au XIIIe siècle. Allez dire aux Suisses qu'il faut que leurs cantons ne sont pas à la taille du monde. Il y a un truc qui est très important, c'est que pour qu'un peuple soit heureux, c'est quand même l'objectif. Ah, vous parlez comme Juppé, là. Mais pour que, oui, bon, oui. Mais lui, les Français ne sont pas heureux avec lui. D'ailleurs, il a dit qu'il emmerde. Oui, mais lui, il passe son temps à dire que les Français l'emmerdent. Il le dit sans arrêt, il n'a que ce mot à la bouche, qui est un peu bizarre. Je sais pas, pour qu'un peuple soit heureux, il ne faut pas suivre les méthodes de M. Juppé qui consistent à démanteler tout ce en quoi les Français croient. Les Suisses, pourquoi les Suisses, par exemple, sont-ils l'un des peuples les plus heureux du monde? Et ça ressent à l'institut. C'est parce qu'ils ont gardé des traditions. Les Britanniques aussi. Ils ont gardé des traditions auxquelles ils tiennent. Parce que dans une vie d'homme ou de femme, on aime se placer dans une chaîne de génération. En Suisse, il y a des cantons qui sont moitié moins grands que les départements français et moitié moins peuplés. Allez dire aux Suisses qu'il faut qu'ils suppriment et qu'ils fusionnent leurs cantons. Ils vont vous botter le derrière, ils auront raison, parce qu'ils se portent très bien comme ça. Il n'y a pas de taille optimale. C'est comme les gens qui disent la France, elle est trop petite. Mais ça veut dire quoi? La France, c'est la 5e ou 6e puissance mondiale à peu près dans tous les domaines. Et parfois, en matière de langue, en matière sur certains secteurs, on est mieux. Mais si la France était trop petite, il y a 190 pays du monde qui sont plus petits qu'elle. Alors il faut faire quoi? Il faut qu'on leur dise qu'il faut qu'ils fusionnent. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Non, il faut que les Français gardent l'identité qui leur a été léguée par les siècles. Je ne suis pas un apôtre de l'immobilisme, bien entendu. Mais je dis que à force de réformer, de faire des choses qui sont contraires à ce que veulent les Français sont en train de vivre une véritable crise existentielle et morale parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans leur propre pays.
Donc, nous allons revenir aux régions, les 22 qui finalement donnaient satisfaction. D'ailleurs, les fusions de régions, ça ne marche pas, ça va coûter très cher, ça va coûter plus cher. Il n'y a aucun poste qui a été supprimé. Et on ne va pas forcément faire les économies dues à la mutualisation. Mais non, on ne fait pas les économies. Je te reviens à mon propos d'origine. Pourquoi ça? L'objectif, et je pèse mes mots, c'est la destruction de l'unité nationale, et c'est, lâchons-le, c'est la destruction de la France. C'est quand même pas de la gnognotte. Je l'ai dit au moment des régionales, certains disaient que j'exagérais. Regardez ce qui se passe en Corse. Regardez ce qui se passe en Espagne avec la Catalogne, le Pays Basque, la Galice. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni avec l'Écosse. Regardez ce qui se passe en Belgique avec la France. Regardez même en France, il n'y a pas qu'en Corse, il y a partout, les médias, l'air du temps poussent à faire croire aux Français que tout ce qui est mal, c'est la République française, et que tout ce qui est bien, c'est la région ou l'Europe. Je vais vous en montrer un exemple. Vous avez partout des drapeaux européens parce que, par exemple, il y a des subventions à l'Office du tourisme, ou qu'il y a des subventions aux chercheurs, ou qu'on construit une route. Aussitôt, il y a le drapeau européen, le drapeau français, on ne le voit plus. Mais c'est notre argent qui passe par l'Europe et qu'on en récupère les 2 tiers. Donc, l'Europe s'approprie un mérite qui ne lui revient pas. Cet argent, c'est le nôtre qu'on lui donne. Et au même moment, vous savez où est-ce qu'on trouve le seul drapeau bleu-blanc-rouge? On les trouve sur les maisons d'arrêt et sur les feuilles d'impôt et sur les amendes. Alors là, il y a le drapeau bleu-blanc-rouge. Il y a une volonté derrière ça. Là, je voudrais quand même un peu peut-être atténuer la virulence de vos propos. Les drapeaux français, surtout ces derniers mois, ces 2 dernières années, malheureusement depuis les événements dramatiques, on les voit refleurir quand même nettement, comme la Marseillaise. Ça, c'est tout à fait différent. Ça, c'est une réaction assez spontanée de la population, parce que ça va dans mon sens. Lorsqu'un État, lorsqu'un peuple traverse une crise majeure, il sait bien qu'au bout du compte, la seule chose qui soit solide, c'est la solidarité nationale, héritée des siècles. Si demain il y avait une crise majeure, vous croyez qu'on va pouvoir compter sur les Allemands, les Anglais, les Grecs, les Estoniens? Tout le monde se bouffe le nez. La seule chose sur laquelle il y a une solidarité, c'est la solidarité nationale. Je n'ai rien inventé, c'était Ernest Renan au XIXe siècle. Qu'est-ce qu'une nation? Il disait c'est un plébiscite quotidien d'un peuple qui veut vivre entre lui. Avec la politique des euro-régions, il y a derrière des gens qui réfléchissent, qui ont décidé que l'Europe allait devenir les États-Unis d'Europe. Mais les États-Unis d'Europe, dans leur pensée, c'est pas la France, l'Espagne, non. Pour eux, les États-Unis d'Europe, c'est une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne, une Catalogne indépendante dans le cadre de l'Union européenne. C'est le morcellement des États-nations. Et pourquoi? Parce qu'on va développer partout le catalan, le corse, le breton, l'alsacien. C'est une politique déterminée qui s'appelle diviser pour régner. On va avoir au même moment l'imposition d'une géopolitique planétaire dirigée depuis les États-Unis d'Amérique. François Asselineau, on va conclure. Dites-nous pourquoi vous êtes mis à l'index par les médias français. La France, qui est quand même une république, pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Comment expliquez-vous ça? Vous avez un casier judiciaire, vous avez perpétré des actes infâmes dans une autre vie Non, j'ai un casier judiciaire vierge, je le présente d'ailleurs, je l'ai présenté même au public hier. J'estime pour ma part qu'il y a des quantités de professions en France où il faut avoir un casier judiciaire vierge. Sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, artisans taxi, comment dirais-je, commissaires aux comptes, agents de comptoir à EDF, etc. Bon, vous avez, hauts fonctionnaires, vous avez des quantités de professions qui nécessitent ça. Il est totalement inadmissible que le président de la République puisse avoir un casier judiciaire noir comme du charbon. Ça, c'est pas possible. Donc moi, et d'ailleurs, nous avons une éthique. Tous nos candidats, à la fois à la présidentielle, mais aussi aux élections législatives, devront avoir un casier judiciaire vierge. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'à l'UPR, il n'y a personne qui est mêlé à des affaires ou des trucs comme ça. Bien. J'en profite d'ailleurs aussi pour dire que notre mouvement politique a un endettement de 0 €. Alors que lorsque vous regardez, par exemple, le parti de M. Juppé qui donne des leçons comme ça de bonne gestion que la France, on va voir, mais qu'il a déjà commencé par bien gérer son propre parti.
qui a une situation bilancielle nette négative de 35 millions d'euros. Ils ont une dette de 55 millions d'euros. Le nombre de partis en France, et les Républicains, l'UDI, les Verts, Nouvelle Donne, etc. Les Verts sont en faillite. Voilà, ils sont en faillite. La plupart sont en faillite. Et ils viennent nous dire qu'eux, ils vont bien gérer la France. Regarde, la charité bien ordonnée commence par soi-même, que les Français s'intéressent déjà à la santé financière des partis politiques. Puis ils verront comment les gens gèrent. Parce que comme la façon dont on gère son parti, c'est comme ça qu'on gérera la France. Moi, je gère l'UPR qui n'a aucun argent public, qui ne dépend que de l'argent de ses adhérents et cotisants. Je le gère en bon père de famille que je suis, c'est-à-dire que je suis très prudent dans les dépenses, nous sommes extrêmement rigoureux. Je suis venu ici, par exemple, faire, comment dirais-je, à cette université d'été, eh bien, moi-même, comme d'ailleurs tous les membres du Bureau national, nous avons payé notre ICO pour participer, alors que je prends la parole, j'ai payé pour participer à un truc où je prends la parole, parce que tout le monde doit être égal, voilà. Alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi je ne passe pas dans les médias? Non, j'ai un casier judiciaire vierge, je n'ai commis aucun forfait, mon nom n'a jamais été prononcé, je mets d'ailleurs maintenant avec Internet, on peut le retrouver, mon nom n'a jamais été prononcé dans quelque affaire que ce soit. En revanche, il y a quelque chose que j'ai dit et que je fais, et là, qui ne plaît pas. C'est que je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sans aucune ambiguïté. Et j'ai un programme hérité du Conseil national de la résistance où je dis qu'il y a également toute une série de services publics qu'il faut maintenir et éventuellement renationaliser ou interdire de privatiser. La sécurité sociale, EDF, GDF, la Poste, la SNCF, toutes les sociétés d'autoroutes, les concessions d'eau et toute TF1, France Télécom et toute banque qui bénéficierait de fonds publics. Donc c'est ça qui cloche. Tout pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, moi, mon patron, ce ne sont pas les dirigeants des grands médias, mon patron, c'est le peuple français. Et François Asselineau, tout de même, non, vous n'allez pas nous faire croire ça. C'est pas parce que vous voulez sortir de l'Europe que les médias, l'ensemble des médias, d'abord vous avez une démonstration ici au CRTV qui est un média, vous donne la parole, mais c'est pas pour ça qu'ils ne vous invitent pas. Qu'est-ce que... S'agissant, quand vous me parlez des médias, je fais parfaitement la différence entre... D'une part, les journalistes. Moi, je vois beaucoup de journalistes. J'en vois quand même, beaucoup de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui sont consciencieux. Et quand ils me voient, ils sont gênés. Un jour, j'ai un journaliste qui m'a dit « On n'a pas le droit de parler de vous, sauf pour vous taper dessus. » Oh. Oui. Un autre jour, j'ai vu un journaliste qui a travaillé... journal La Presse écrite télévisé. Un jour, j'ai vu un journaliste d'un grand journal national français, de la presse écrite. Au moment des régionales, c'est un jeune journaliste, il m'a dit, il a proposé un papier sur l'UPR. C'est normal quand même. On a fait d'ailleurs 1% des voix. On n'a jamais été cité dans ce journal. Le rédacteur en chef lui a dit, non, ça tu n'en parles pas. On ne doit pas en parler. Voilà, c'est des faits. Ce sont des faits. Voilà. Donc, eh ben, c'est à vous de me le dire. Alors, effectivement, il y a des médias Internet, au CRTV en est un. Il y a des radios de la bande FM qui m'accueillent, notamment des radios qui ont une certaine éthique. Par exemple, Radio Notre-Dame, qui a une éthique catholique, mais aussi des radios musulmanes, comme Beurre FM ou comme Berber TV, qui ont gardé une certaine éthique. Il y a aussi des petites radios très locales, par exemple Radio Nevers ou des choses comme ça. Il y a des journaux. Vous voyez, il y a des médias quand même. Oui, mais pas la machine médiatique. Quand je dis médias, je me comprenais moins bien. Au moment des régionales, on a eu quelques articles d'ailleurs dans certains. Là, hier, j'ai été interrogé ici par Lyon Républicaine. Donc, il y a des médias qui font leur métier. Bon. Mais ce dont je parle, je parle des tels grands médias. Ceux qui, quand vous passez au TF1 20h, vous avez 5, 6, 7, 8 millions de gens d'un seul coup. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est une puissance énorme. Voilà. Quand vous pensez que M. Macron a été lancé comme un produit de vaisselle à partir du mois d'août, il a eu droit, le 31 août, sur France 2, il a eu droit au journal de 20h à 22 minutes continues, où on l'a montré sous tous les angles avec ça. 22 minutes. Moi, depuis 10 ans, j'ai eu droit à 0 seconde. Alors après, il y a des gens qui disent « Ah oui, Macron, il est pas mal, ce petit jeune. » Mais j'ai dit « Mais
Son programme, c'est zéro. Il veut démolir le droit du travail des Français. Vous vous rendez compte? Il a fait son histoire des autocars. Là. Sur les autocars, il y en a déjà sur les 10 sociétés qui sont créées. Il y en a une qui est en faillite. Il y en a les autres. Ils ont 31% de taux d'occupation. Et il a créé, paraît-il, 250 emplois. Mais au même moment, il a, paraît-il, creusé un trou de 250 millions d'euros à la SNCF. Est-ce qu'on croit vraiment que c'est avec ce genre de cautère sur des jambes de bois qu'on va résoudre le problème en France? Non. Il y a une volonté délibérée des très grands médias de me blacklister. Et nous avons saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel plusieurs fois. CSA. Le CSA, eh bien ça ne débouche pas. Nous attendons la suite. Mais là, maintenant, ça va faire un mois bientôt qu'on a écrit au CSA, parce que ce qui se passe est contraire à la loi. Parce que nous avons fait... On a 200 000 électeurs, 190 000 électeurs, ce sont des gens qui payent d'ailleurs leur redevance audiovisuelle, ils n'ont pas envie de payer leur redevance pour avoir des médias qui non seulement ne nous donnent pas la parole, mais certains autres qui nous crachent dessus, il ne faut quand même pas exagérer. Eh bien, nous attendons la réponse du CSA parce que nous avons le droit, et c'est la loi qui y oblige, nous avons le droit de passer dans les grands médias dans le cadre de l'équité. Nous en sommes là. Mais si le CSA ne répond pas très rapidement, j'ai déjà saisi le défenseur des droits, nous allons saisir le Conseil d'État et nous irons peut-être plus haut encore, c'est-à-dire que nous nous porterons devant l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, qui passe son temps à aller voir comment se passent les élections présidentielles en Biélorussie, en Russie, pour mettre en disant, une fois j'ai vu un truc extraordinaire, c'était l'élection en Biélorussie, où il y avait, je crois, l'OSCE ou les États-Unis qui disaient qu'il y avait une injustice dans l'accès aux médias. Bon. Alors nous, on va leur demander de voir comment se passe l'accès aux médias dans la République française. Ce qui se passe est un véritable scandale et je n'hésite pas à le dire. Dernier mot, vous dites quelque part que la démocratie en France, son territoire d'expression, est en train de se rétrécir. Oui, la France n'est plus une vraie démocratie. Nous avons une démocratie de façade. Les gens croient, enfin on fait croire aux gens que à partir du moment où on a plusieurs partis politiques qui s'expriment à la télé ou à la radio, on est en démocratie. Mais il ne faut pas confondre, ça s'appelle le pluripartisme. Il ne faut pas confondre le pluripartisme et la démocratie. Le pluripartisme, par exemple, en ce moment, en République populaire de Chine, vous avez 9 partis politiques. Dans l'Allemagne de l'Est communiste de jadis, il y avait 3 partis politiques. Sous la Tunisie de Ben Ali, il y en avait 3 également. Donc, aux États-Unis, vous avez plein de partis politiques, mais si on ne donne accès aux grands médias qu'à 2 ou 3 partis politiques qui disent tous à peu près la même chose, qui se chipotent sur des détails. Et qui monopolisent l'espace public. Qui monopolisent l'espace public, mais qui font en fait la même politique parce qu'elle leur est imposée par une oligarchie via l'Union européenne, à ce moment-là, on n'est plus vraiment en démocratie. Au moment des élections régionales, j'ai fait le compte. Il y a 79% des électeurs inscrits qui n'ont pas voté ni pour les Républicains, ni pour le Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'au moment des élections régionales, les Républicains et le Parti Socialiste, à eux deux, ont fait 21% des électeurs inscrits. Il y avait une forte abstention. 21%. Et malgré ça, regardez ce qui se passe à la télévision. En ce moment, avec l'affaire des primaires, il n'est question que des Républicains. Et après, on va avoir que le Parti Socialiste. Ils s'octroient un monopole d'ailleurs d'argent public. Je crois qu'à eux deux, ils ont à peu près les 3/4 de l'argent public versé par l'État. Et en plus de ça, ils s'octroient un monopole dans l'accès aux grands médias. Donc ça ne peut plus.